Bonjour à tous. La poésie, est-ce que ça doit être utile ou est-ce que ça doit simplement exister pour la beauté? Au XIXe siècle, cette question a littéralement déchiré le monde littéraire et a donné naissance à un mouvement assez radical, le Parnasse. C'est un sujet absolument essentiel pour le bac de français et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà notre programme. On va d'abord se demander pourquoi cette question de l'utilité de la poésie était si importante. Ensuite, on verra comment le Parnasse s'est construit contre le romantisme, on définira sa doctrine, le fameux l'art pour l'art, puis on passera à l'analyse concrète avec 2 poèmes, avant de synthétiser, bien sûr, tout ce qu'il faut retenir pour l'examen. On commence donc par le point de départ de toute cette affaire, cette question qui a secoué tout le XIXe siècle, la poésie a-t-elle ou doit-elle avoir une utilité? Pour le dire autrement, est-ce que l'art, et en particulier la poésie, doit servir une cause? Une cause sociale, politique ou même morale? C'est une interrogation qui a vraiment créé une fracture profonde chez les artistes de l'époque. En fait, on a 2 camps qui s'affrontent. D'un côté, il y a les romantiques, avec leur fameux jeu lyrique, l'expression des sentiments, des tourments de l'âme. Et de l'autre, en opposition frontale, on voit émerger le Parnasse, qui va prôner tout le contraire. Une poésie impersonnelle, objective, presque froide, à l'image d'un marbre impassible. C'est une véritable rupture esthétique. C'est donc cette opposition au moi romantique qui va servir d'acte de naissance au Parnasse. Voyons d'un peu plus près son identité et sa chronologie. Déjà, le nom du mouvement, ce n'est pas un hasard. Le Parnasse, dans la mythologie grecque, c'est la montagne des muses, le lieu sacré de la poésie. En choisissant ce nom, ces poètes affichent tout de suite leur ambition. Sortir la poésie du quotidien, l'élever au-dessus de tout ça, pour en faire un art quasi divin. Cette chronologie nous montre quelque chose d'intéressant. Si le mouvement s'affirme vraiment dans les années 1860-70, les idées, elles, étaient en germination depuis bien plus longtemps. Et tout commence avec une figure fondatrice, Théophile Gautier. Ce mouvement, il repose sur un dogme, une doctrine aussi simple dans sa formulation que radicale dans son propos, l'art pour l'art. L'art pour l'art, c'est vraiment le cœur du réacteur parnassien. L'idée, c'est que l'art ne doit servir à rien d'autre qu'à lui-même. Son seul et unique objectif, c'est la quête d'une beauté formelle, parfaite et complètement déconnectée du monde ordinaire et de ses préoccupations. Ces principes découlent logiquement de la doctrine. D'abord, une poésie impersonnelle pour atteindre l'objectivité. Ensuite, une obsession pour la perfection de la forme. Le poète devient un artisan. Et enfin, on va chercher l'inspiration dans des sujets nobles, loin du quotidien, comme l'Antiquité. Tout ça au service d'un seul culte, celui de la beauté pure. Alors là, cette citation de Gautier, elle est volontairement provocatrice, bien sûr. En associant l'utile à la chose la plus triviale, la plus prosaïque qui soit, il veut affirmer par contraste que l'art, le vrai, doit viser l'exact opposé. Une beauté pure, gratuite et donc fondamentalement inutile. Bon, assez de théorie. Voyons comment ces grands principes se traduisent concrètement dans un poème. Et on commence avec le chef de file de l'école parnassienne, le comte de Lille. Il faut bien observer ces vers. Le comte de Lille ne dit pas « moi je ressens de la sérénité en regardant cette statue ». Pas du tout. Il décrit l'essence même de la statue. Sa beauté est qualifiée d'impassible, son sein d'inaltérable. C'est une description objective, presque clinique, et surtout pas une confidence personnelle. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est comment la forme est entièrement au service du fond. Le champ lexical de la pureté, les négations qui viennent comme gommer toute trace d'émotion humaine, la comparaison avec la majesté de la mer, tout est méticuleusement choisi pour sculpter cette image d'une déesse au-delà de la condition humaine et de la souffrance. C'est l'idéal parnassien incarné dans le poème. On passe maintenant à un autre maître de la forme, José Maria de Heredia, et on va voir comment il applique ces mêmes principes, mais cette fois à un sujet historique. Avec Heredia, on a l'impression de regarder une peinture d'histoire. Il ne porte aucun jugement moral sur les conquistadors. Il se contente de peindre leur quête, avec cette alliance de mots très forte, héroïque et brutale. Il ne donne à voir une fresque saisissante, rien de plus. Cette analyse, elle illustre parfaitement cet idéal du poète artisan. La forme du sonnet, c'est une contrainte immense. La maîtriser, c'est déjà une prouesse technique. Si on ajoute à ça l'imparfait qui fige la scène comme une photographie et ce vocabulaire riche et précis, eh bien, chaque mot est choisi, poli, ciselé comme par un orfèvre pour créer cette épopée en miniature. Bien, après cette exploration, il est temps de synthétiser. Pour le bac, quels sont les points absolument fondamentaux à retenir sur le Parnasse? En fait, tout s'enchaîne de manière très logique.
Le Parnasse naît en réaction au romantisme. De cette réaction découle une doctrine, l'art pour l'art. Cette doctrine transforme la figure du poète en artisan, et cet artisan va naturellement se tourner vers des thèmes nobles pour exercer son art. C'est cette chaîne de cause à effet qu'il faut bien avoir en tête. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule citation, une seule devise, ce serait celle de Gautier. Elle résume parfaitement cette obsession parnassienne du travail méticuleux, patient, acharné sur la matière même du langage. Finalement, le Parnasse nous laisse avec cette question. Une question qui est toujours aussi pertinente dans l'art d'aujourd'hui. En cherchant cette beauté froide, objective, presque mathématique, est-ce qu'on ne passe pas à côté d'une part essentielle de l'art ? Une œuvre peut-elle être vraiment belle si elle ne nous touche pas, si elle ne nous émeut pas ? Voilà une excellente question à poser en ouverture, dans une conclusion de commentaire ou de dissertation.